Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Luc Vigneault. Salut Luc, Salut, Maggie, comment ça va? ça va bien toi? Oui, ça va super, super. C'est vraiment un grand honneur de te rencontrer et de t'avoir à notre podcast, Luc. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben merci, c'est un plaisir d'être avec vous autres. Vraiment, ça va me faire du bien d'en parler aussi. Puis tu sais, juste pour que le monde te replace un peu, j'aimerais ça que tu parles un peu de c'est quoi tes projets, de comment est-ce qu'on t'a connu un peu à travers le Québec, parce que moi je t'ai connu entre autres avec un cours à la TELUC, Oui, mais c'est ça, j'aimerais ça que tu parles un peu de comment tu t'es impliqué par rapport à ça. mais mon Dieu, moi j'ai été institutionnalisé jeune, on va en parler tantôt là, quand j'étais enfant, puis après ça adulte à cause que j'ai développé une maladie mentale qui s'appelle la schizophrénie. Et puis donc, on m'a réinterné de nouveau. Et puis, honnêtement, ben, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'avais de la misère à concevoir que des scientifiques peuvent traiter des gens comme j'ai été traité. Fait que j'ai décidé d'écrire. J'ai écrit des livres pour un peu dénoncer ce que je vivais. Mais également, je me suis impliqué beaucoup dans la recherche. Comme patient partenaire, c'est un mot qui était à la mode, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, j'ai fait de la recherche, écrit des livres, puis mes livres, ben, ils ont eu des succès. Ils sont devenus lecture obligatoire dans les universités. Puis, j'ai été invité dans les médias, dont tout le monde en parle. Fait que ça a changé ma vie, du point de vue public. Bon, j'ai fait les autres, Denis Lévesque, puis tous les postes de radio. Puis, bon, après ça, ça m'a emmené en Europe. Je suis patient partenaire dans les universités en Europe, là, Paris, Lyon, Bordeaux, entre autres, là. Et c'est ça, les profs, le prof d'Ateluc, c'était un psychiatre avec qui je travaillais, là, Hubert Wallot, qui s'appelait. Je pense il m'a demandé d'enregistrer une émission que j'ai acceptée aussi avec plaisir, là. Voilà, c'est ça que les gens qui sont dans le milieu de la santé mentale me connaissent. Voilà. Puis t'es aussi père aidant, je crois. En tout cas, moi, c'est Oui, comme ça un peu que je t'ai connu. C'est parce ben qu'on oui. parlait de rétablissement dans ces vidéos-là de la TELUC et de père aidance. Ben exact, comme je l'ai dit très humblement, mais j'ai été le premier père aidant au Canada. Donc, quand j'ai fait ce métier-là, il n'y avait personne, ça n'existait pas. Donc, il a fallu l'inventer. Je ne suis pas le père aidant rémunéré, là, on s'entend, là, parce que le père aidant, ça existe depuis la nuit des temps, mais rémunéré dans un système que vous connaissez, c'est pas toujours évident. Bon, puis par la suite, j'ai cofondé Père Aidant Réseau, puis bon, un paquet de choses. J'ai cofondé un organisme national qui s'appelle l'Association Vox Québec, qui est un regroupement de personnes qui ont un enjeu de santé mentale. Voilà, puis je m'implique un peu partout. Puis là, j'arrive à 64 ans, puis j'ai goût de plus m'investir auprès de la jeunesse. J'ai beaucoup travaillé dans le monde adulte. Fait que là, je m'investis plus dans la jeunesse. Voilà. Puis justement, quand on parle de jeunesse, ça a été comment, toi, quand tu étais enfant, avant d'être institutionnalisé? Ah, écoute, je viens de Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Je suis le dernier d'une famille de quatre. Euh, et aussi, ben, ma mère m'a toujours dit que je suis un accident, là. Je suis le fruit d'un coït interrompu. Donc, euh, mon frère et ma soeur étaient beaucoup plus âgés que moi. Et puis, donc, je les ai pas beaucoup connus, mes soeurs, mes frères, parce que on était comme deux familles, en guillemets, là. Puis ma mère avait dit à mon père, lui, il va me tutoyer parce que les autres, vous voyez mes parents. Fait qu'imagine à la table ou dans la maison, tout le monde vous voyait les parents, sauf moi qui tutoyais. Fait que déjà, il y avait un clash là, qui s'est installé. Mais fait que c'est ça, j'ai été à l'école publique là, jusqu'à l'âge de 10 ans, où là, ma vie a basculé parce que mon père est décédé. Et puis, bon, ma mère, elle savait pas trop quoi faire avec ça, puis elle tombait toute seule avec moi. Puis la pauvre, ben, elle est devenue alcoolique. Bref, J'imagine que tu avais un grand écart d'âge avec tes parents. Tu sais, je veux dire, il y a quand même eu deux frères et sœurs.
qui étaient là, puis tu dis avoir eu un grand écart avec eux. Fait que j'imagine pas. Ta mère, dans le fond, elle devait être quand même Elle assez avait, âgée. quand je suis né, elle avait 38 ans, puis OK. mon père avait 46. Quand il est mort, il avait 56 ans, là, donc oui, OK. effectivement. Puis quand que le décès est arrivé, est-ce qu'elle a été soutenue? Est-ce qu'elle a été épaulée par des membres de la famille ou des institutions en particulier? Pas vraiment, pas vraiment. Écoute, à cette époque-là, encore aujourd'hui, avoir des difficultés psychologiques, c'était une honte, là. C'était une tare, c'était une tâche, là. Tu sais, fallait pas que t'en parles, donc fallait que tu t'arranges tout seul. Puis ça a l'air beaucoup du pareil. Fallait bien pareil. Ma mère, elle me disait tout le temps, fais-moi pas honte. Tu sais, puis quand j'étais enfant, hein, elle me disait, comment tu peux faire honte? Je savais même pas c'était quoi faire honte à quelqu'un. Je ne comprenais pas. Mais j'étais très turbulent. Écoute, j'ai un diagnostic de TDA, là, trouble du déficit d'attention sans hyperactivité, mais à l'époque, on ne savait pas. On m'appelait le petit Christ. Écoute, je l'ai entendu tellement souvent, celle-là, le petit Christ, là. C'est quand j'ai vu votre podcast. Hey, c'est moi! Puis donc, je me salissais tout le temps, mon linge, si bien que quand on avait une sortie familiale, ma mère, elle m'habillait à dernière minute, puis elle me mettait en garde à vue. Elle demandait à un plus vieux de me garder assis sur une chaise sans bouger pour pas que je me salisse. Pour pas qu'elle ait honte. C'est important, hein? Mhm. Pareil. Puis bon, fait que voilà, j'ai été élevé comme ça, dans le pareil. Oui. J'imagine que ces dynamiques-là ressortaient beaucoup quand vous alliez à l'église. Tu devais aller à l'église le dimanche. Ah mon Dieu, ben oui, écoute, c'est sûr, là, on parle de ça, moi je suis né en 60. Fait que oui, fallait aller à l'église, fallait y aller tout le monde ensemble, puis fallait se faire voir, hein, je pense on y allait pour se faire voir. On y allait pas vraiment pour prier, je pense, on y allait pour se Incroyable. faire voir. Puis la première communion, évidemment, la confirmation, j'ai tout fait ces saints sacrements-là, j'en avais pas le choix. Puis après ça, je suis rentré chez les scouts, les louveteaux d'abord, là, qui sont quand même des organisations religieuses, disons-le, là. Fait que oui, j'ai connu cette époque-là où l'Église était omniprésente. Tu as connu aussi l'époque où il y a eu la naissance des services sociaux qui se sont organisés. À cette époque-là, ça prenait quoi comme enfant pour être pris en charge? Est-ce que c'était juste les enfants illégitimes qui étaient nés hors mariage qui étaient pris en charge ou tu avais d'autres profils qui étaient suivis par ces services-là? De mémoire, les enfants illégitimes, entre guillemets, là, parce que ceux qui étaient nés hors mariage, les filles mères, c'était inacceptable, hein, être fille mère. La société ne acceptait pas ça. Fait que donc, il fallait les cacher. Par exemple, ceux qui habitaient dans mon quartier, bon, on les envoyait chez des parents à la campagne. Bref, il fallait pas que ça se sache. Et puis, a commencé un peu la délinquance. La délinquance, parce qu'à à mon époque, la fessée était non seulement acceptée, mais fortement recommandée. Donc, moi, je mangeais des claques réguliers par ma mère. Mon père me battait littéralement. Tu sais, j'ai connu, attends que ton père arrive, là, on attend. Mais moi, j'ai connu ça, hein. Ma mère me frappait. Puis attends que ton père arrive. Puis quand mon père arrivait, écoute, il tombait dessus. Luc a fait ci, Luc a fait ça. Puis des fois, je dis, pour faire fermer sa femme, il me frappait, littéralement, là. Et puis, même les mères des amis, c'était correct qu'ils nous frappent. C'était correct que les professeurs nous frappent. Et c'était une époque assez difficile. Puis, je me souviens tout le temps, quand mon père me frappait, il me disait, je vais arrêter de te battre quand tu vas arrêter de pleurer. Fait que déjà, j'ai appris à pas pleurer puis à endurer, là, tu sais. Fait que c'est ça, ça a été difficile, mais Dieu merci, j'ai tout pardonné. On pourra en reparler, là, mais voilà. Quand tu parles de délinquance, à l'époque, j'imagine que c'était la prise de drogue ou du vandalisme. Tu sais, qu'est-ce qui faisait en sorte que les services sociaux ouvraient un dossier pour un enfant? Ben, de ne pas écouter les parents, ne pas rentrer à l'heure prévue.
on faisait des petits vols au dépanneur, là. Ouais. Des bonbons, qu'on volait des bonbons. C'est épouvantable. On rentrait par infraction dans ce qu'ils appelaient les sheds. Une shed, c'est que ça a pas, Mhm. un Un cabanon. cabanon, ouais. Un Ouais, gros c'est ça. cabanon à 3 étages. Qui était un bâtiment, je cherchais un bâtiment qui était annexé à la maison, qui était sur 3 étages avec des escaliers. C'était tout en bois, ça. Puis les gens se servaient d'entrepôt pour les locataires, les propriétaires. Puis c'était des vannes à feu. Écoute, quand le feu pognait là-dedans, là, c'était fini, tout flambait, là, un peu comme Notre-Dame de Paris, là. On Mhm. l'appelait la forêt, là, toi. Ben, c'était ça. Aujourd'hui, à Montréal, c'est interdit. Ils ont tout démoli ça parce que c'était dangereux, là. Sans compter que des gens pouvaient mourir dedans. Fait que voilà. On faisait des mauvais coups dans les sheds. C'est ça. Puis comment est-ce que la décision est arrivée qu'on t'envoie en pensionnat? Ben, en fait, ma mère, qui voulait toujours bien paraître, elle m'a envoyé en pensionnat privé. C'était un orphelinat qui s'appelait l'orphelinat Saint-Arsène, qui est au coin de Christophe Colomb et Jean Talon, qui est aujourd'hui c'est le plateau Le Prévost, là, qui est là, je crois. Mais à l'époque, c'était un orphelinat privé c'était grand, c'était grand. Écoute, il y avait, je sais pas combien, tu vois, il y avait 3000 élèves là-dedans. Puis il y avait une vieille partie, parce qu'il y avait les dortoirs et tout ça. Il y avait la partie neuve, où il y avait des gymnases, il y avait une piscine intérieure semi-olympique. C'était beau. Ce qui est encore là aujourd'hui, mais la vieille partie de bois, elle a flambé à un moment donné, là. Mais voilà, je me suis retrouvé là. Puis est-ce que tu te souviens, ça a été quoi ta réaction quand ta mère t'a annoncé qu'elle t'envoyait là? Écoute, j'étais sidéré. Je comprenais pas. Puis en même temps, j'avais tellement peur d'elle que j'ai pas dit un mot, là. C'est bien évident. Puis, mais ce que j'ai trouvé pénible, c'est de me faire déraciner de mon quartier. Euh, Puis, tu sais, je venais de perdre mon père. Puis, il y a eu aussi un élément déclencheur que, quand mon père est décédé, il y a un cousin de la famille qui dit, ah, je vais m'occuper de Luc en fin de semaine, et qui m'a emmené à son chalet. Puis, il m'a violé. Fait que j'ai été violé. Inutile de dire que c'est pénible. Me faire voler mon âme, littéralement. Mais encore là, à l'époque, on parlait pas de ça. Il fallait pas en parler. Parce que les victimes, il y avait honte. Imagine-toi. Fait que, Ben c'est ça, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, si on osait en parler, c'était quasiment la victime qui était mal vue, oui, de tout à fait. ternir Tout à fait. la réputation de la famille. Oui, oui. Oui, c'est une tâche dans la famille, comme avoir un malade mental, c'est une tâche dans la famille, un déficient, name it. Donc, il fallait pas en parler. Il fallait que ça reste intrafamilial, puis mais j'ai trouvé ça extrêmement pénible. Je te dirais que j'en souffre encore, absolument. En avais-tu parlé à ta mère de ça? Oui, ah oui, 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 quand même, OK. elle m'a bien accueilli, faut que j'y donne ça. Mais elle a demandé à un beau-frère de régler ça de façon intime. Puis le cousin en question, c'était le genre de ma marraine. Fait que, elle me dit, faut pas t'en parler à ma tante, là, ça va la détruire. Je dis, moi, je te détruis, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est comme ça, là. J'en ris, Mhm. hein, ça m'a pris du temps à rire, puis en même temps, j'ai mis beaucoup de spiritualité dans ma vie pour y pardonner, tout ça, pour en parler, là, mais c'est pour ça que j'en ris un peu. Oui. Puis tu vois qu'il y avait un lien entre cet événement-là puis le fait qu'on t'ait envoyé au pensionnat? Ben, elle m'avait dit, ma mère, j'ai failli à ma tâche, tu sais, j'ai pas su te protéger, puis je suis pas capable de te protéger.
Fait que je vais t'envoyer à un endroit où tu vas être protégé. C'est comme ça qu'on me l'a présenté. Fait que, Tes frères et sœurs, le reste de ta fratrie, en fait, eux, ils sont restés avec ta mère? non, non, eux, comme ils étaient plus vieux, ils étaient mariés, mes deux sœurs étaient mariées, et puis mon frère, il est parti dans l'armée. Fait que j'étais tout seul avec ma mère. C'est pour ça que, Ouais, ouais, avec la à 10 ans, différence d'âge. je me suis retrouvé seul avec elle. Hmm. Ben, c'est sûr qu'elle aussi, tu sais, du fait qu'elle était seule à gérer cette situation-là, en plus du décès de ton père, c'est sûr que si elle n'était pas capable d'obtenir de l'aide pour être capable de se déposer en quelque part puis de C'est ça, reprendre ses esprits, c'est sûr que ça devait être extrêmement difficile à gérer. tout à fait. Puis, comment ça s'est passé quand tu es arrivé au pensionnat? Comment est-ce que tu as été présenté au lieu? Ça a été quoi ta première impression? Ben, j'étais très, très intimidé. Ces endroits-là, ben, c'est immense, hein. Il y a hein. Le hall d'entrée, c'est immense. Il y a la réception, puis il y a les parloirs, les fameux parloirs, parce que personne ne pouvait entrer là-dedans, sauf les enfants et les éducateurs, donc les parents. C'est arrivé à quelques occasions que ma mère est venue me voir, mais dans la semaine, là, puis je la voyais au parloir, le fameux parloir. Hmm. Et puis, donc après ça, ben, on m'a emmené au dortoir, me montrer où ce qui était, parce que c'était des dortoirs, c'était pas des chambres. Des dortoirs, oui, il y avait environ entre 70 et 100 lits par dortoir, là. C'était gros, là. Et il y avait des grandes salles de bain, là, puis il y avait des cases tout le tour qui longeaient les murs. Les lits étaient au centre. Et puis après nos lits, ben, il y avait un petit truc pour accrocher nos serviettes. Donc c'est comme ça j'ai commencé par visiter ça. Il y avait combien d'adultes qui supervisaient ces grands groupes-là? Ah, tu vas trop rire. Un, Un. un, un frère, avec la Ça. strap, avec la Ouais, c'est strap. ça. À l'époque, Ouais, c'était ça, hein? ouais, ouais. On en avait assez peur, là, que quand il disait taisez-vous, là, on se taisait, là. Mais en Ben, même temps, tu sais, tu dis que vous étiez une soixantaine. Si vous vous mettez 60 sur lui, les chances qu'il s'en sorte, pas sûr. ouais, mais quand t'as 10 ans puis t'es terrifié, là, Hmm. euh, ça ne vient même pas à l'esprit de dire, moi, il sautait dessus, là, ou on va se mettre une gang. Parce que, tu sais, Ça- mettons, je pense à comment ça se passe en ce moment dans les classes, dans les écoles, où est-ce que tu as des élèves qui foutent le bordel dans les classes, qui oui, virent les bureaux à l'envers, tu sais, je veux dire, c'est jamais arrivé de ce que tu as connu, ces genres d'événements-là? pas à l'orphelinat, pas, OK. non, non. Au secondaire, j'ai vu ça. Quand je suis arrivé au secondaire à l'âge de 15 ans, j'ai vu ça. Mais où j'étais, non. Ouais, on avait bien trop peur. Fait que pour l'ordre et la discipline, ça marchait, là. Pour le Oui, reste, psychologiquement parlant, par exemple, pas sûr ça marchait. zéro, il n'y avait rien. Zéro, zéro. Puis, aux routines, une journée dans cet environnement-là, ça ressemblait à quoi? Au début, il fallait se lever puis aller à la messe, disons vers 5 heures du matin, aller prier. Après ça, on venait puis on faisait notre toilette, là, notre hygiène du matin. On allait à la cafétéria, manger. Puis au début, c'était en silence. Puis, après ça, on a eu le droit de parler, mais au début, on n'avait pas le droit de parler. Après ça, ben, on s'en allait dans les classes. Et puis, on avait l'école. Puis, on avait une pause pour une collation. Après ça, on avait une pause pour dîner. Vers 4 heures, ben, on allait jouer dehors. Écoute, il y avait, tu as dit comment c'est grand, là, l'hiver, il y avait 9 patinoires dans le cours, là. C'est immense, ça. Fait que l'hiver, bon, on jouait au hockey, puis, ou d'autres sports, là, des trucs comme ça, mais il n'était pas question de rester en dedans. Il n'était pas question de je fais le pas ou j'ai frette ou il n'est pas question. Tu sors, puis
T'as pas le choix. T'as pas le choix. Puis comment ça se passait avec les autres enfants qui étaient placés avec toi? Est-ce que ça allait bien? Il y a quand même, comment je peux appeler ça, des clics, là, des gangs. Il y en a toujours des gens qui veulent dominer les autres. Puis comme à l'époque, moi, je n'étais pas très grand, j'étais petit, je me faisais écœurer, baver. Jusqu'au jour où je me tanne, puis j'ai pris le leader des baveux, puis je me suis battu avec solide, là. Puis j'ai gagné la bataille. Fait que j'ai été respecté à partir de ce moment-là. Les instituteurs, ils ont-tu réagi à la bataille? Est-ce qu'ils vous ont vu? Non, Ah, parce que c'est ça, il y a tellement de monde, c'est ah non, tellement grand que c'est ça. Mais tu peux aussi, il t'en fermait les sortir. yeux. Quand il y avait des règlements de compte entre nous, il fermait les yeux. Ça, en dedans, c'était plus difficile parce qu'il nous voyait. Mais dehors, avec le recul, là, je pense qu'il fermait les yeux pour nous Puis, régler ça entre nous. puis j'ai un cours en ce moment que je prends qui est un cours sur la gestion de classe. Puis on parle beaucoup de comment ça fonctionnait justement à cette époque-là, puis même avant, dans les Hmm. années début 1900. Puis il y a une bonne section où est-ce qu'il parle de la punition par les pairs. Je sais pas si toi, tu as vécu ça, mais ça doit être quand même assez lourd psychologiquement de vivre ça parce que ça, de ce que je lisais, c'est comme si je veux pas d'être puni par les instituteurs et par les pairs. Ça fait en sorte que tu développes plus de méfiance envers les autres. Fait que c'est pour ça que je me demandais, toi, as-tu connu ça, les punitions qui étaient faites par les pairs? Ben, quand quelqu'un, mettons, faisait un mauvais coup, je sais pas, péter une vitre, là. Ben, les éducateurs, ils demandaient c'est qui a fait ça, nan, nan. Fait que là, on parlait pas, là, personne. Fait qu'ils nous punissaient tout le monde. Fait qu'évidemment, nous, on savait, c'est-à-dire, on savait c'était qui, là. Fait qu'après la punition, c'est sûr que c'était lui qui se faisait ramasser, là. Il se faisait frapper à coups de poing, à coups de pied, là. Il était 7-8 dessus, là. C'était comme ça qu'on réglait ça, là, à l'époque, là. OK. Ce que j'avais Ouais, dans mes livres, c'était un peu différent dans le sens que mettons, là, il savait que c'était toi qui avais fait ouais. le mauvais coup. Bon, ben, ça se pourrait qu'il demande à deux, trois amis de t'administrer une punition d'humiliation. Ouais, Moi, j'ai pas vu c'est ça ça, que j'avais honnêtement. lu. J'ai pas vu ça. Mais, OK, mais c'est ça, mais je pense que c'était plus loin dans le temps Ouais, que ce que tu nous racontes. Mais ouais. quand même, il laissait faire Oui, que absolument. c'est Ouais. ça. Ça fait que, tu sais, quand même, ça Mm. a dû marquer psychologiquement, là. Tu sais, comme tantôt tu parlais, il y en a toujours dans le groupe qui veulent dominer les autres. Oui, Fait que ça doit développer une sorte de méfiance généralisée, veux pas, là, quand tu absolument. vis des incidents comme ça. T'es sur tes gardes constamment, puis t'apprends vite à créer des alliances. T'apprends vite à t'organiser en gang, parce que seul, tu survis pas. Puis, fait que comme ça, ben, faut que tu appartiennes à un clan, sinon, t'es fait. T'es fait, t'es carrément fait. Puis nous, ben, on était juste des garçons, là, à ce moment-là. Fait qu'il y a pas de filles que nous autres, là. Fait que, tu sais, là, tu disais pendant la journée, là, vous alliez jouer dehors. Puis ensuite de ça, comment ça se passait quand vous soupiez, puis les soirées? Il y avait l'heure d'études. Pour souper, il fallait aller étudier. Il y avait des grandes salles d'études. Puis c'était en silence. S'il y en a un qui parlait, ben, le frère, il venait lui donner des coups de strap pour la bourse. Après ça, ben, on retournait jouer un peu. Puis après ça, ben, c'était un retour au dortoir là, pour le coucher. Ouais. Puis quand il fermait les lumières, ben, c'était pas un mot, là. Les mouches volaient, là. On pouvait pas parler. Hmm. Mais le feeling que ça me donne, c'est que, tu sais, il y avait quand même le fait que vous étiez beaucoup incité à jouer dehors. J'ai l'impression que Oui, c'était quelque chose de positif, c'est surtout pour quelqu'un comme toi qui avait un TDA ouais, hyper débordant absolument. d'énergie. Tu sais, fait que, veux pas, ça te donne un endroit pour canaliser ton énergie. Est-ce que tu avais un échappatoire comme ça quand tu étais chez ta mère pour dépenser ton énergie ou c'est juste quelque chose que tu as connu en institution? Ah, ben, oui, disons que
disons que quand je restais, j'habitais sur la rue Sicard, puis écoute, j'avais plein d'amis, là, puis on jouait tout le temps, tout le temps. Tu sais, j'ai pas connu, quand j'étais enfant, Internet n'existait pas. Fait que on jouait dehors. On n'avait pas de téléphone, rien, là. Fait que, Non, on se c'est donnait ça. rendez-vous sur le parvis du dépanneur ou un truc de même, puis on jouait dehors. Puis Jouer, faire des mauvais coups. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis toutes sortes de sports, là, honnêtement, là, qu'on faisait. Puis c'était dans la rue. On faisait ça dans la rue. On jouait au hockey, c'était dans la rue. Puis il y a une auto qui passait, mais whoop, on se tassait. L'auto passait, on recommençait. Voilà. Puis, si on revient aux instituteurs puis leur mentalité qu'il y avait, Oui. euh, leur outil pédagogique, c'était vraiment les châtiments corporels, il n'y avait pas d'autre chose. Majoritairement, c'était les châtiments corporels. Je me souviens peut-être d'un ou deux là, qui dialoguaient, là, qui essayaient de OK. comprendre. Euh, mais c'est ça, parce qu'il y avait aussi l'administration, c'était des vieux frères avec des vieilles pensées. Les plus jeunes, je te dirais, étaient différents. Un peu comme aujourd'hui, hein, ceux qui sont fraîchement sortis de l'université sont il y a encore la flamme, je sais pas. Il y avait probablement la vocation. Mais les plus vieux, là, non, c'était les châtiments corporels. Et t'as-tu senti qu'il y avait comme un décalage entre les deux mentalités, dans le sens que, tu sais, moi, personnellement, ce que j'ai vécu dans ma famille, ma mère était, comme tu disais, là, elle essayait de me comprendre, puis tout, puis j'avais tout le temps mon père qui arrivait en arrière, puis qui défaisait qu'est-ce qu'elle faisait, puis qui disait Et- «Arrête de gaspiller ta salive, blablabla», puis qui venait brasser la cage. Tu voyais-tu des dynamiques comme ça, des genres de querelles entre les instituteurs? oui, j'ai eu connaissance qui se sont pognés là, devant nous autres. Mais on avait chacun des espèces de tuteurs, là, et eux nous défendaient bec et ongle là, devant ces vieux-là. Là. Ça, j'ai eu connaissance. Là. C'était comme t'as pas d'affaire à parler à un de mes élèves. Là, Ça, je me souviens de ça. Là, puis, parce qu'aussi, il y avait dans l'eau, c'était des religieux, il y avait des pédophiles là, dans l'eau. Là, donc, plusieurs d'entre nous ont été victimes de touchements sexuels de leur part. Si on était chanceux, notre éducateur, à nous, il surveillait ça, là, tu sais, parce qu'à l'époque, les communautés religieuses, ils laissaient faire, ils fermaient les yeux, là. Tu sais, on le sait aujourd'hui. Au pire des pires, ils les transféraient d'établissement, ils les envoyaient travailler ailleurs, mais ça restait encore des pédophiles là, qui sévissaient encore, là, tu sais, c'est épouvantable, là. Fait Puis que, est-ce que entre jeunes, vous vous protégiez contre ça? oui, ah oui, oui, absolument. On n'allait jamais dans les douches tout seul. C'est un exemple, quand on allait prendre nos douches, on y allait 5 6 en même temps, là. Parce qu'il y a des douches, c'était des douches pas fermées, là, OK, c'était en ouvert. cabine, là. Fait que, OK. ça, c'est l'autre chose. Faut t'apprendre à laisser tomber ta pudeur. C'est vite, t'as pas le choix. Tu sais. Faut que tu la laisses aller. C'est ça. Ça a-tu été rapide pour toi, t'adapter à ce genre de situation-là? Ou ben, je sais que les enfants, d'habitude, Ouais. sont plus Ben, je peux rapides que pas les dire. adultes, là. Pas le choix. C'était comme. C'est ça. C'est là. Les 2 3 premiers jours, je trouvais ça bizarre, mais après ça, c'était ça. Laissez ça aller. Attends, tout le monde tout nu, puis. On fait ce qu'on a à faire. Eh ouais, on fait ce qu'on a à faire. C'est ça. Puis t'es-tu resté longtemps? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Puis l'été, j'ai été envoyé en colonie de vacances chez les mêmes frères. C'était à Sorel. C'était le même régime, mais ça, c'était l'été. Fait que, là, c'était plus des activités de loisirs à journée longue, là, puis du sport. Mais c'était la même chose. Oui. Puis ta mère, comment est-ce qu'elle voyait ça pendant que tu étais là? Est-ce qu'elle jugeait qu'elle avait fait la bonne décision puis que c'était le bon environnement pour toi?
Ben, c'est ce qu'elle me disait. C'est ce qu'elle me... Moi, c'est sûr, j'ai demandé souvent de sortir de là, là. J'étais pas bien, là. J'étais pas heureux, là. Tu sais, je rentrais dans le rang ou des trucs comme ça, mais j'avais hâte de sortir de là, retrouver une vie normale, en guillemets, là. Puis, qu'est-ce qu'elle disait quand tu lui demandais, quand tu lui exprimais ton souhait de sortir de là? Ben, par la peau. On OK. n'a pas le choix. Bon. Elle disait, c'était comme, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça, ouais. OK. C'est bon. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu es sorti de ce milieu-là? Ben, à un moment donné, je suis devenu plus achalant. Puis, un soir de souper de famille, les plus vieux étaient là, puis j'ai broyé toutes les larmes de mon corps. Je voulais pas aller, je voulais pas y aller, je voulais pas y aller, y retourner, puis ma mère, elle dit, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Finalement, mes sœurs, là, ils ont dit, ben, on va s'en occuper. On va l'inscrire à l'école publique, puis on va s'en occuper. Fait que c'est comme ça que une de mes sœurs était secrétaire du DG de la polyvalente. Fait qu'elle m'a inscrit à la polyvalente. Puis c'est comme ça que je suis rentré. Je connaissais personne, personne, personne. J'avais zéro ami. C'était un autre quartier encore, là. Oui. Comment ça a été justement quand tu es sorti de là? Ça a-tu été déstabilisant d'avoir autant de liberté? Ah, écoute, ça a été plus difficile à m'adapter à la liberté que de m'adapter à pas de liberté, là. J'avais bien de la misère. D'ailleurs, je suis devenu un drop-out. Est-ce que ça a un lien? Peut-être. Peut-être. Parce qu'il n'y avait aucune discipline. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Les élèves envoyaient chier les profs, puis les profs continuaient à enseigner comme si c'était rien passé. Je me disais, hey, ça aurait fallu faire ça à un frère là-bas, on sera mort. Je C'est comprenais sûr pas. que ça C'est allait comme, mal finir. c'est un peu comme le jour et la nuit, là, rendu là. Ouais. Tu sais, Ah ouais, c'est c'était les vraiment. extrêmes, là. J'étais flabbergasté. Je comprenais pas. Mais je me souviens, j'ai vécu quand même quelque chose de similaire. Tu sais, dans le fond, mon secondaire 1 et 2, je l'ai fait dans une petite école secondaire. Puis OK? quand j'ai été transférée à la polyvalente, j'en revenais pas comment c'était le Non, hein. bordel dans les classes. Total, total. C'était n'importe quoi. Il y avait tellement de monde qui foutait le trouble, d'élèves qui justement là, qui faisaient des conneries puis tout, puis comparativement à ce que j'avais connu dans la petite école qui était peut-être plus facile à gérer avec des plus petites classes, Oui. c'est là que j'ai commencé à foxer de plus en plus mes cours puis prendre de la drogue. Je trouvais que j'étais pas stimulée. J'étais C'est ça. pas il n'y avait pas d'apprentissage vraiment dans ce que je faisais parce que soit que les leçons étaient plates, parce que veut pas, faut tout le temps qu'ils s'adaptent à le plus faible maillon de la chaîne, Voilà, c'est ça, oui. ou il y avait juste trop de monde qui dérangeait, puis il y avait juste pas de leçons pantoute parce que tout le monde niaisait. Tu sais, il y avait trois, quatre clics dans la classe, puis ça niaisait la prof, puis c'était les élèves qui faisaient de l'intimidation à la prof, là, tu sais. Absolument. Oui, 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 oui. J'ai connu tout ça, puis je trouvais ça bizarre. Puis c'est drôle de dire ça. J'ai commencé à foxer moi aussi, puis à traîner avec une gang dans les parcs, là. Puis j'avais pas encore commencé la drogue, c'est venu plus tard, mais on traînait, là, dans les parcs, là. Ouais, écouter la musique. T'es pas vraiment un voyou, je sais pas, tu sais, mais on voulait pas être à l'école. C'était plate, c'était pas stimulant, puis voilà. Mais j'ai l'impression qu'à ton époque, il y avait peut-être moins de drogue dans les écoles, ça se peut-tu? T'as tout à fait raison. Je sais que ça existait, là, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de pocheur comme tel dans l'école, là. Il y avait pas, c'était pas encore rendu. Oui, OK. aujourd'hui, ben, il n'y en a pas. C'est assez facile de s'en procurer. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. À te dire, à mon époque, il n'y en avait pas.
Puis, tu sais, au début du podcast, tu parlais que tu as un diagnostic de schizophrénie. Oui, Puis, souvent, les symptômes apparaissent à l'adolescence. C'est pas c'est vers quel oui. âge que c'est apparu, ces symptômes-là? Oh, vers à peu près 17 ans, moi. C'est OK. ça, là. J'ai commencé à avoir des hallucinations visuelles et auditives à jeune. Le retrait social, beaucoup, beaucoup, commencé, de l'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de souffrance intérieure, avoir peur des autres. Puis je vivais un peu seul parce que ma mère, mes soeurs n'étaient pas à la maison, ni mon frère. Ma mère, elle voyait pas ça. Elle buvait, elle voyait pas ça. Fait que j'ai trouvé ça difficile. Puis, encore une fois, il y avait la honte. Parce que, bon, tu sais, j'en avais des préjugés contre les malades mentaux, là. J'en avais une poche bien pleine, là. Fait que je savais ce que les gens pensaient des malades mentaux, donc je savais ce qu'ils pensaient de moi. Fait que j'ai toute cette stigmatisation-là, c'était tout pointé vers moi, là. Puis je devais y faire face tous les jours. Es-tu resté longtemps en errance diagnostique avant que, justement, on dise que c'est de la schizophrénie puis qu'on te prenne plus en charge? Oui, oui, je dirais une bonne douzaine d'années. Après ça, la drogue est arrivée. OK. Euh, Puis là, après la drogue, ben, il y a eu la rencontre de gangs. Fait que je suis rentré dans des gangs. Euh, Tu sais, quand t'es isolé socialement, puis il y a des gens qui, qui tendent la main. Ouais. Bon, Ils font pas ça pour le fun. Ils font pas ça pour des beaux yeux. non, non, non. Ils font ça pour que Mais tu travailles pour eux autres, mais ça, tu le découvres sur le tard. c'est ça, exactement, exactement. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été capable d'obtenir ton diagnostic puis de commencer à aller de l'avant avec ça? Ben, évidemment, ma santé mentale se détériorait beaucoup, 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 beaucoup. J'étais pas bien. Je suis une personne très intègre, honnête, honnête en guillemets. Je veux dire, avec mes amis, c'est ça. Je suis une personne intègre avec mes proches, ma famille. J'étais pas bien. Puis un des grands chefs de gang qui me dit, Luc, t'es pas bien. Tu sais, moi, je vais te protéger, là, mais va-t'en. Va-t'en parce que mais j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu as toujours été respectueux envers nous. Fait que j'ai pu quitter sans conséquence. Puis après ça, ben, c'est une de mes sœurs qui m'a amené à l'hôpital, là. Elle me parlait beaucoup de souffrance, de mal-être. Fait que j'ai accepté de la suivre. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert les services de psychiatrie plus structurés, entre guillemets, là. Comment tu as été accueilli dans ce service-là? Très mal, très, très mal. Ça reste des endroits clos, ça reste des institutions, ça reste leurs règles à eux. Ils font fi de la Charte des droits et libertés. Hein, ils s'en foutent. Ils respectent pas les droits des gens. Fait que j'ai trouvé ça dur. Puis comme je suis un délinquant, ça, j'étais devenu un délinquant solide, là. J'ai toujours rouspété, moi, j'ai toujours contesté, j'ai toujours fait que des codes blancs, là. Je me suis fait sauter dessus sauvagement par des préposés puis des éducateurs adultes, là. Fait que j'ai été traumatisé. Traumatisé parce que j'acceptais pas qu'on me manque de respect. J'acceptais pas qu'on me traite comme moins que rien. J'acceptais pas. Dans le fond, tu étais juste en avance sur ton temps. Ah, oui, c'est bon ça. Mais non, C'est mais tu sais, ça. ça clashait avec les pratiques, Ouais. les approches. Puis, ben, je pense que c'est ce qui a contribué aussi à améliorer beaucoup les choses, là. Tu sais, il y a eu comme une vague des années à peu près 70. Oui, il y a Donc, les eu choses ont comme... Ouais. 80, les années 90, il y a eu une vague.
de ras-de-bol, là. Il y a eu le mouvement féministe là, qui a aussi s'est mêlé de la psychiatrie. C'était les premières, c'était des femmes là, à se mêler de ça en disant ça n'a aucun bon sens, les conditions d'internement, là, ça n'a pas d'allure, là. Les salles d'isolement, les contentions. Tu sais qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé décrit les contentions comme de la torture. C'est pas moi qui le dis, là, c'est de la torture. Les salles d'isolement, c'est de la torture. Et ça existe encore. Ben oui, c'est passé dans les journaux cette semaine à Laval, Justement, justement, là, des jeunes. justement, Ah oui. il y a eu un reportage dans la presse au moment où on se parle, chez les jeunes en DPJ qui sont dans des trous insalubres, pas de fenêtre. Et la recherche mondiale démontre que ça induit un traumatisme à vie. Puis ça a un effet thérapeutique de zéro. Non seulement on continue à le faire, mais on en bâtit encore. C'est incroyable. T'avais-tu connu ça dans le pensionnat? Y avait-tu des isolements comme ça ou c'était plus en psychiatrie que t'as connu ça? C'est en psychiatrie. Nous, on n'avait pas. OK. Nous, c'était à voler. Ouais, c'est ça. C'était pas bien, bien mieux, hein? C'était pas mieux. Psychiatrie, c'était l'isolement. Et longtemps, il y a des gens là, qui ont été mis sous contention des 2, 3, 4 jours, des semaines. Heureusement, aujourd'hui, ça n'existe pas, ça, là, mais il reste que c'est ça, c'est ça. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ça tellement injuste. Oui. Puis les médicaments aussi étaient pas les mêmes, là. Moi, de ce que j'entends parler, les médicaments étaient pas mal plus d'effets secondaires, puis pas mal plus abrutissants ou je sais pas, là, mais tu sais, mettons, à un moment donné, tu prends des grosses doses de Seroquel. Moi, personnellement, ça me bluntait. J'avais moins d'émotions, j'étais plus pas d'énergie, puis tu sais, je veux dire, j'étais fonctionnelle, j'étais plus cérébrale. Mais moi, 150, ça marchait pas. Fait que j'imagine pas les médicaments qu'il y avait à l'époque, là. Ben, c'était des antipsychotiques de première génération. Entre autres, tu sais, l'Aldol, là, on appelle ça Aldol. Aldol, là. Mhm. C'est ça. Tout devient flat. C'est-à-dire, ça nous prive de nos sentiments intérieurs, ça nous prive de ce qui se passe à l'extérieur. Tu sais, on pouvait sortir dehors au grand froid, mais on ne sentait pas le froid à cause de la médication. La joie, la haine, l'amour, c'était disparu. On était des légumes, carrément des légumes. Quand tu lis les témoignages de cette époque-là, c'est ce qu'on entendait beaucoup. Je suis gelé, je suis comme un légume. On n'avait plus de vie. Tu sais, quand On- il t'arrive pour changer de médication ou diminuer ces médicaments-là, ça peut être long avant de se déshabituer, que ton corps se déshabitue à ça. Toi, comment ça s'est passé, cette transition-là? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, ils ont changé tes molécules pour quelque chose de moins envahissant. Oui, ben ça s'est passé à un moment donné. Ils ont réuni ma soeur qui s'occupait de moi, puis j'étais là, un psychiatre. Ils ont dit à ma soeur, textuellement, là, votre frère, il est fini. Fini. Il ne travaillera plus, puis il peut pas s'occuper de sa famille, etc. Faut le placer. Ils voulaient m'envoyer en long terme, là, dans des institutions à long terme. Puis j'ai regardé ma soeur, je fais pas ça, je signe pas ça. Là, tu sais. Fait qu'elle a dit, non, il n'y en a pas question. Ma soeur a toujours cru en moi. Toujours, je dis, moi, je suis convaincu que on peut l'aider, puis il peut s'en sortir. Puis bon, fait qu'ils ont dit, bon, ben, de guerre à l'as, je me souviens des mots de guerre à l'as, ça, c'est un français, là. Je vais le transférer à un collègue psychiatre. Tu sais, il voulait plus s'occuper de moi. Puis une jeune psychiatre, il y avait une jeune équipe qui était parmi les premiers à pratiquer l'approche du rétablissement. Fait que c'est comme ça euh, j'ai connu ça, cette approche-là. Puis elle me dit, nous, Luc, on ne soigne pas des symptômes ici, on ne soigne pas des maladies, on accompagne des gens dans leur projet de vie. C'est comme ça qu'ils m'ont présenté.
Puis, évidemment, j'avais j'avais peur de lâcher mes médicaments parce que tu sais, j'ai quand même fait des grosses crises. Mais ils m'ont accompagné. Ils m'ont accompagné. Ça a été un long processus, un très long processus qui s'est échelonné sur au moins 3 ans. Puis, Dieu merci, mais aujourd'hui, j'ai plus ça, là. Puis à l'époque, ils connaissaient pas les doses à prescrire, hein, les médecins, les pharmaciens, puis ils nous le disent, là. C'est-à-dire qu'ils gelaient, là, solide, là. Tu sais, ils voulaient être sûrs. Ils connaissaient pas les subtilités ou la médecine personnalisée. Il n'y a pas une personne qui réagit pareil, là. Aujourd'hui, ben, avec les médicaments de troisième puis quatrième génération, ben, c'est beaucoup mieux, je dois dire. Ils ont le souci généralement de qu'on soit bien. Fait que toi, dans le fond, ces médicaments-là, est-ce qu'on t'a donné le droit de les gérer de manière autonome? Oui, c'est la nouvelle équipe, ça c'est l'autre affaire. Ils ont dit c'est ta vie, c'est ton corps. Il faut que tu apprennes à gérer ça toi-même. Fait que j'ai appris les demi-vies, les interactions, les contre-indications, quand les prendre. Tu sais, à l'hôpital ou dans les centres de jeunesse, ils nous donnent toutes les pilules à la même heure. Ce qu'il faut pas faire, hein, parce que chaque médicament a une durée de vie, puis c'est ce qui détermine quand est-ce qu'on va le prendre. Un somnifère, entre autres, tu prends ça puis tu vas te coucher, là. Tu prends pas ça à 9 heures, puis tu te couches à 11 heures, ça marche pas, là. Donc, c'est ça, j'ai appris, puis j'ai écrit mon histoire dans un premier livre qui peut se marcher, qui s'appelle Aller-retour au pays de la folie, où je décris mon sevrage, comment je l'ai fait. Puis après ça, ben de tout ça, on s'est inspiré, puis on a créé avec le regroupement des ressources alternatives en santé mentale, la GID, puis ERAS, qui est le centre de recherche, on a créé la gestion autonome des médicaments. Donc, le premier guide là, qui a existé, c'est moi puis Francine qui me demande l'anonymat, qui avons écrit à partir de notre histoire à nous deux. On a écrit comment nous, on a procédé. Et après ça, ben là, toute la gang des autres usagers, usagères, puis des chercheurs, on a bonifié cette chose-là. Puis, tu sais, il y Oui, avait eu un reportage, il n'y a pas si longtemps que ça, à Radio-Canada sur les benzodiazépines qui peuvent avoir des effets secondaires, même après qu'on les aille arrêtés pendant des années. Est-ce que toi, tu as eu à gérer quelque chose comme ça avec tes médicaments? Ça a-tu été, t'as-tu eu des absolument. séquelles de ça très, très, très longtemps? Oui, oui, parce que les benzos, c'est écrit dans les monographies des compagnies pharmaceutiques, t'es pas supposé prendre ça plus que 7 jours. 7 jours. Moi, j'en ai Pas pris sept pendant ans. des... Hein? Je Pas dis pas 4 ans, pendant 7 ans. pas 7 ans, c'est 7 jours. Écoute, j'en ai pris pendant des décennies. Ouais. Oui, ça laisse des séquelles, c'est sûr. C'est sûr. Mais bonne nouvelle, il y en a qui disent que ça détruit le cerveau, mais le cerveau se régénère. Ça, aujourd'hui, on le sait que l'élasticité des neurones, ça peut prendre jusqu'à 2 ans après l'arrêt des médicaments, ce que j'ai vu, là. Ben, c'est comme tu disais un peu plus tôt, c'est cas par cas, tu sais. Puis quand je Oui, me souviens dans le reportage, il y avait une personne que ça faisait 7 ans qu'elle avait arrêté, puis elle avait encore ça se des peut problèmes. aussi. Oui, c'est du cas C'est par ça. cas. Fait que ça dépend de. C'est ça, oui, il y a de la plasticité cérébrale qui peut se faire, mais des cerveaux en cerveau, il peut avoir des limites. Puis je me demandais, tu sais, tu parlais de la deuxième équipe qui t'a aidé avec le rétablissement et tout. Comment tu as réagi quand on te dit le mot projet de vie? Parce que, tu sais, j'imagine que d'être en institution comme ça, tu sais, moi, personnellement, quand je suis sortie des centres jeunesse, j'en avais pas, là, de projet de vie, Il n'y en là. a pas. Il n'y en a pas. C'est ça. Il n'y en a pas. Mais moi, je l'ai pas dit encore, mais j'ai eu 2 enfants à travers tout ça. OK. Qui sont dans la quarantaine aujourd'hui. Puis j'ai 4 petits-enfants. Mais à l'époque, j'avais pas de petits-enfants. Puis honnêtement,
je restais en vie pour eux. J'avais pas de vie, j'avais pas de désir, j'avais pas de... On m'a tellement dit que ma vie était finie, qu'il n'y avait rien à faire, que j'ai fini par le croire. Ça, c'est d'une tristesse infinie, là. Puis à un moment donné, ben c'est ça, il y a des gens qui m'ont aidé à me trouver des passions. Toi, sûrement quelque chose que t'aimes dans la vie, ça se peut pas que t'aimes rien. Puis moi, ben, à un moment donné, en parlant, moi j'aime la politique, c'est niaiseux de même, là. Moi, j'aime ça, écouter les débats à l'Assemblée nationale. Ah, déjà, réfléchis là-dessus, tu sais. Moi, je me lavais pas, je chantais le yaourt, je prenais pas soin de moi. J'étais gelé, gelé, gelé ces pilules, là. Je dormais 16 heures par jour, tu y penses-tu? Puis là, ben, j'aimerais ça être conseiller politique. Elle m'a regardé qu'un beau grand sourire que j'oublierai jamais, puis elle me dit, Hey, ça va leur faire du bien. Elle m'a cru. Puis je la sentais sincère qu'elle me croyait. Puis ça a été le point tournant de ma vie. Il y a quelqu'un qui croyait en moi au moment où moi, je n'y croyais plus. Et Qu'est-ce qui s'est c'était passé par la suite, justement, pour que tu progresses vers ton ouais, projet de vie? c'est ça. J'ai compris c'était quoi un projet de vie. Qu'après ça, bon, j'ai commencé à aller des assemblées politiques. Puis après ça, moi, j'ai commencé à courtiser les femmes. Et puis, lors d'une première date, où j'ai eu des relations sexuelles, pas d'érection. Bon, c'est Euh, médicaments. oui, fait que ça a été ça l'élément déclencheur pour que vraiment je m'investisse dans les médicaments. Niaiseux, là. Je voulais une vie sexuelle active. Et puis, c'est depuis ce temps-là que je m'intéresse de très près à la médication psychiatrique. Aujourd'hui, je suis patient partenaire à la faculté de pharmacie. J'enseigne à la faculté de pharmacie. Je suis très content, mais je suis pas pharmacien du tout. Je n'ai pas les compétences, mais je sais que comme personne, comme femme, comme homme, on peut connaître nos médicaments, puis on peut très bien les gérer. Puis, tu sais, des fois, il y a des effets secondaires qu'on a, pas parce qu'ils sont pas marqués dans les livres qui n'existent pas. Ça, c'est parce que les effets secondaires, c'est des effets rapportés par les gens. Moi, en tout cas, moi, là, j'ai jamais rapporté un effet secondaire. J'ai jamais écrit à Santé Canada. Ah oui, Moi non plus. toi non plus, hein? Non, puis j'en ai vécu en masse. On a vécu, donc, il y en a des effets qui sont pas dans les livres. C'est que ça, c'est important que les gens aient ça en tête. Fait Ouais, que parce que bref, c'est des de fil groupes. en aiguille, mes érections sont venues, puis j'ai vu que c'était majeur de s'occuper de sa médication. C'est important. Puis après ça, bon, j'ai investi dans les psychothérapies aussi. Après ça, j'ai appris que 80% d'entre nous, on a des troubles cognitifs dus à la maladie mentale, c'est-à-dire des troubles de mémoire, concentration, qui n'ont rien à voir avec la maladie, qu'on m'a jamais parlé quand j'étais en psychiatrie. Puis là, justement, je travaille avec une neuropsychologue là, qui s'appelle Caroline Sellard, où on va commencer un projet de rétablissement chez les adolescents qui sont en DPJ. Il y a peu ou pas de littérature à ce sujet. Euh, on veut commencer avec mon association Vox, on veut commencer quelque chose à ce sujet-là. C'est super intéressant ce que tu nommes parce que ben nous aussi au collectif, on travaille quand même sur différents projets là, avec des Oui, chercheurs et tout. OK. Fait que, tu sais, il y a le mouvement Jeunes et Santé mentale qui sont très Oui, impliqués dans la oui. santé mentale des jeunes qui vont faire un portrait là, provincial. Mais on travaille aussi, le collectif et le mouvement Jeunes Santé mentale, avec une équipe là, à l'ENAP, avec la Crevage, sur l'établissement de normes pan-canadiennes
pour les jeunes au niveau de la santé mentale, en protection de la jeunesse, puis en justice des mineurs Wow. aussi. Fait que, tu sais, il y a Bravo. plein de choses qui s'en viennent, puis tu sais, tranquillement, de plus en plus, on nous reconnaît aussi comme étant Oui, des savoirs expérientiels qui sont importants exact. à mobiliser. Fait que c'est super intéressant puis important. Je pense que tu as bien ouvert cette voie-là aussi au Québec, là, entre autres. Mais on a comme un Oui, momentum là, présent. absolument. Oui, c'est super Oui. stimulant. Puis aussi, tu as sûrement entendu parler de l'ombrage diagnostic. L'ombrage diagnostic, c'est quand tu as un diagnostic de psychiatrie, puis tu te présentes à l'urgence pour un mal physique, on t'examine pas, on t'envoie voir le psychiatre. Si tu te présentes ton médecin de famille, dès qu'il voit que tu prends des médicaments psychiatriques, ben, il t'ausculte pas. Ce qui fait que l'espérance de vie des gens qui ont une maladie mentale est de 15 à 25 ans de moins au Canada. C'est beaucoup, là. Parce qu'ils n'ont pas les soins à cause qu'ils ont un diagnostic. Fait que ça, on travaille là-dessus aussi. Je me demandais, tu sais, aussi tantôt, quand on parlait que tu voulais devenir conseiller politique, tu sais, il y a bien du monde que on a un beau projet de vie en tête, mais tu sais, je veux dire, avoir un cercle social relié à ce projet de vie-là, réseauter avec le monde, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de mystérieux dans la trajectoire que tu as faite. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as réussi à percer dans ces cercles sociaux-là qui sont pratiquement fermés à beaucoup de monde, là? Ben, pour le moment, on ne se rétablit pas tout seul. Hmm. Ça, c'est fondamental. Il faut être en gang. C'est important. Et puis, j'ai envie de te dire, il faut que tu apprennes leur langage à eux. Il faut que tu parles comme eux. Parce que notre langage, ils ne connaissent pas, puis ils veulent pas le comprendre. Fait que c'est plate ce que je dis, mais j'ai travaillé 5 ans à l'hôpital psychiatrique à Québec. J'étais membre de la direction des programmes santé mentale, itinérance et dépendance. J'ai dû apprendre leur langage pour faire changer les choses. J'ai combattu le réseau de l'extérieur. J'ai essayé. Moi, j'étais président de la GID. J'étais président du regroupement des ressources alternatives. J'étais président de la QRP. Tu sais, j'étais très, très impliqué. Mais le mur, il était épais. Fait que j'ai décidé de changer les choses par l'intérieur. Fait que j'ai intégré le réseau. Je me suis fait traiter de traître, je me fais encore traiter de traître, là, mais je vis OK. avec. Comment j'ai fait? Ben, j'ai appris comment est-ce qu'il fonctionnait, comment est-ce qu'il travaillait. J'ai poussé pour que les parents aidants soient là. Hein, comme je te dis, j'étais le premier parent aidant. J'ai été sur un CA d'hôpital. Après ça, je me suis fait engager. Quand c'est venu plus à la mode, en guillemets, là, des parents aidants, des patients partenaires, que j'ai intégré à l'intérieur. Puis une de mes jobs, c'était d'accompagner les cadres pour prendre le virage rétablissement. Parce que le biomédical est extrêmement présent. Puis on sait maintenant que juste prendre des pilules, ça suffit pas. Ça prend beaucoup plus que ça. Puis l'OMS dit que les systèmes hospitaliers style carcéral, ben, il faut bannir ça. Il faut bannir la contention. Fait que les organisations sont conscients, mais en même temps, c'est un gros, gros paquebot qui est difficile à changer. Fait qu'ils engagent des gens comme moi pour Hmm. venir, venir essayer de changer les choses. Donc, c'est important de travailler main dans la main avec les organisations extérieures puis ceux qui sont à l'intérieur. Mais tu sais, mettons, j'imagine qu'à ton époque, en fait, je suis pas capable de m'imaginer comment c'était à ton époque par rapport à ça, tu sais, pour qu'il y ait ton nom dans leur banque de personnes à appeler. Parce que moi, je vais donner un exemple, OK? Comment j'ai commencé à être patiente partenaire, c'est que j'avais Internet, j'ai Oui, fait une recherche sur le scandale du sang contaminé, puis à un moment donné, je suis tombée sur Vincent Dumais. oui. Puis OK. là, lui, j'ai envoyé un courriel. Puis à partir de là, j'ai intégré l'animation pour les cours CSS, tu sais, parce que Oui, là, il y avait besoin d'une banque de patients pour animer ces formations-là à l'Université de Montréal.
Mais tu Et, sais, quand t'as pas Internet, c'est ça que je me dis, mais comment ça s'est passé? ben, tout ça, là, le Vincent, puis ça n'existait pas, là. Non, c'est ça, ça fait juste depuis 2010, 2011 que eux, C'est ils ça. existent. C'est ça. Ben moi, comme je te dis, j'étais membre de groupe de défense de droit. OK. Fait que c'est Euh, par l'action communautaire, dans le fond, que c'est ça a par vraiment l'action commencé. communautaire. J'ai OK. intégré, à l'époque, ils appelaient ça des comités tripartites. Que ça marche en hiver. Je vois Jessica qui fait signe que oui. C'était les régies régionales, là, ce qu'on appelle les CIUS. Ils ont mis sur pied des tables où il y avait les gestionnaires, les gens du réseau public, les gens du communautaire. Et moi, j'étais dans le communautaire, il n'y avait pas de patients encore, ça n'existait pas. Puis il y avait les proches, les familles. C'est comme ça que je suis rentré dans ces tables-là, pas payées, c'est important de le dire, et tout ça bénévolement. De là, ben, il y a des alliances qui sont créées avec les proches. Dans le temps, c'est la FAPAM, là. Aujourd'hui, je sais pas si c'est appelé avant de craquer, maintenant c'est CAP Santé mentale qui s'appelle. Donc, j'alliance avec eux. Puis, il y a des gens dans le réseau qui trouvent que ça n'a pas de bon sens. Ces gens-là sont venus me voir. Des chercheurs qui sont venus me voir. Ils ont dit, veux-tu te joindre à nous? On a besoin de ta voix. On a besoin de... Fait que j'ai intégré un groupe de recherche au CHUM, là, ce qu'on appelle le CHUM aujourd'hui. Mhm. C'est des infirmières. Elle s'appelle Sylvie Noiseux, elle est décédée aujourd'hui, malheureusement. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, par la recherche, par la recherche, puis l'implication communautaire. Et là, ben, je rencontrais des DG, des DGA, des décideurs, Fait qu'on jasait dans les corridors. Il m'a dit de quoi on a plus fait changer les jours dans les corridors qu'autour de la table. Je sais Euh, pas pourquoi ça m'étonne pas. et fait que souvent, les grands décideurs, ben, à l'époque, ils ne voyaient pas les patients. Ils ne savaient pas ce qui se passait sur le terrain. Ils ne savaient pas, ils savaient pas. Fait que voilà, j'ai toujours dit, il faut que les décideurs mettent un visage sur la souffrance. Parce que la journée où ils mettent un visage, les décisions changent. C'est vrai que ça change. Fait que quand on est arrivé au comité tripartite, puis on était littéralement des fous, des malades, de tous les noms qui passaient, on est devenus des personnes. Juste parce qu'on était là, ils ont commencé à changer leur langage. Et de fil en aiguille, ben, c'est ça, là, l'idée des bureaux de patients partenaires, puis ça, est née. La aidance, c'est arrivé comment? Parce que de ce que tu dis, c'était pas commun à l'époque Non, d'avoir des parents aidants dans leurs équipes. il n'y en avait pas, ça n'existait pas. J'étais dans un groupe d'entraide, puis j'étais pas bien, j'étais malade, puis j'ai vu rentrer un garçon, là, qui était beau, qui avait des yeux brillants. Il se met à parler, puis il dit qu'il a la schizophrénie. Moi, j'étais à terre, là. Comment est-ce qu'une personne avec la schizophrénie peut être aussi rayonnant, beau, puis enthousiaste? Fait que je me suis mis à y parler. Et c'est comme ça que dans ma tête est née la paire. D'abord, l'attrait. Tu sais, dans les AA, ils disent beaucoup l'attrait plutôt que la réclame, là. Soit attrayant, puis les gens vont aller le voir, c'est sûr. Puis moi, je voulais devenir heureux. Je voulais devenir comme ça. Et puis, j'ai commencé à l'écouter. Ça, c'est... Comment c'était fait, toi, pour t'en sortir? Pas l'ostiner, là. C'est pas... l'écouter. Je fermais ma gueule, puis je l'écoutais parler pendant 1 heure de temps. Je prenais des notes, puis j'essayais d'appliquer ça dans ma vie. Puis, je me suis mis à changer, littéralement. Puis les autres m'ont vu changer en entour. Puis après ça, les autres sont venus me voir pour avoir des rendez-vous avec moi pour pouvoir parler. J'ai commencé comme ça. J'allais au groupe d'entraide, puis je prenais un petit bureau, les gens venaient me parler. Puis c'est comme ça qu'est née la paire aidante chez moi.
Puis après ça, ben, avec les chercheurs, on a regardé dans la littérature, il y en a partout. Il y en a partout dans le monde. Au Québec, on était pas mal arriérés là-dessus. Donc, jusqu'en 2005, quand il y a eu le plan d'action en santé mentale où on a intégré officiellement les pères aidants, c'est en 2005 que ça a commencé. Donc, mais avant ça, on faisait ça à tâtons, là. Puis encore aujourd'hui, tu sais, on est en 2024, ça fait presque 20 ans, puis il n'y en a pas énormément. Non, Puis on sait que c'est quand même un enjeu là, de recruter des parents aidants, de faire connaître le métier, oui, de le valoriser, d'éviter que les parents aidants soient tout seuls aussi dans des c'est équipes. exactement. S'assurer qu'il y ait une communauté de pratique de parents aidants, puis de fait qu'il y a encore beaucoup un très, très jeune métier, en fait, si on peut se dire ça comme ça, là. Hein. Oui, oui, puis il y a eu du boycott de la part certains employés du réseau. Puis quand tu lis la littérature, ça s'est fait aux États, en Angleterre, en France. Nous, au Québec, on a eu des griefs, des syndicats, ils ne voulaient pas nous voir là. En tout cas, c'était une bataille épouvantable. Mais effectivement, il y a encore de la réticence à cause de la stigmatisation. Tu sais que la littérature démontre que les pères aidants, c'est les employés qui manquent le moins parmi tout le personnel parce qu'ils sont outillés, tu sais. Puis les gens, surtout en RH, sont convaincus que ils vont manquer souvent. Donc, ça va leur coûter cher d'assurance. Moi, je l'ai entendu, pas juste dans une glace. Fait qu'on n'est pas pour engager du monde qui vont nous coûter cher d'assurance. Parce que dans un hôpital, là, les RH, c'est un silo à part. Ils n'ont pas de philosophie, ils n'ont pas de vision. Eux sont là, que ça coûte le moins cher d'assurance, ça coûte le moins cher de CNSST, puis que les employés coûtent le moins cher possible. C'est ça le job, malheureusement. Malheureusement, le paradoxe, c'est qu'on va, on allait, en tout cas, ça a l'air qu'on y va plus, là, avec les réformes. Mais quand même, on va dans les agences de placement, puis on Ah prend du oui, monde, puis on les c'est envoie ça. n'importe où, puis surtout au niveau des jeunes en protection de la jeunesse, là, je veux dire, on a des besoins de spécialistes, d'experts, Oui. de gens qualifiés, professionnels, pas du monde qui ont pas de connaissances ou qui sortent tout juste de l'école puis qui ont pas jamais baigné là-dedans. On est dans des services de troisième ligne, tu sais, C'est dans des ça. services d'exception. Les parents aidants, c'est démontré, là. C'est noir sur blanc, des méta-analyses. Ça réduit l'hospitalisation, là, jusqu'à 40% de moins. Ça évite les hospitalisations, puis les gens se rétablissent plus. C'est prouvé. En dépit de ça, ils sont encore réticents à engager. Incroyable. Il faudrait qu'il y en ait aussi dans DPJ, des pères aidants, parce qu'il y a tellement un trou de service quand on sort de la DPJ. C'est effrayant. Puis, tu sais, on a eu des jeunes qui nous disaient que, mettons, il y en avait qui avaient adhéré au programme clé. Il y en avait Oui. une en particulier que je me souviens. Puis que, tu sais, tu te fais matcher avec un mentor, mais souvent, le mentor, il n'y a pas d'expérience de DPJ. Non. Fait qu'il n'y a pas de lien avec le jeune parce que tu lui demandes des ressources, puis lui, ben, il n'a pas vécu ça. Fait qu'il sait pas où te diriger. Fait que, tu sais, il te donne une petite carte cadeau par-ci, par-là, il t'encourage, félicitations, ça va bien dans tes études, continue. Ah non, je sais que la semaine passée, j'ai vu au Nouveau-Brunswick, il y a un jeune qui a parti une espèce de service de parrainage de jeunes. Puis ça marche, ça marche. Écoute, il y a 2 ans, je suis allé, je sais pas si vous connaissez l'organisme Cactus à Montréal. Oui. Bon, Cactus, ils ont des pères aidants, entre autres, tu sais, pour la toxicomanie, là. Mhm. Mais ils engagent des pères aidants qui sont actifs en toxico, là, pour aller dans l'épicerie, parce qu'il y a juste eux autres qui savent où ce que c'est. Il y a pas... OK. Des personnes qui consomment encore. Oui, oui, OK. oui, 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 oui. Il y a des contrats de combien de temps tu peux ne pas consommer? 3 heures, mettons. Parfait. Pendant ces 3 heures-là, là, on t'engage. Puis c'est d'aller sauver des vies. Mhm. Donc, tu sais, pour les overdoses, là, tu sais comment c'est. Oui.
Mais eux, ils savent où ils sont les pécrits clandestins. Il n'y a pas un intervenant qui sait c'est où. Il n'y a personne de la rue qui va leur dire oui, il va à telle adresse, là. C'est secret, secret. Les pères aidants, ils ont une richesse extraordinaire. Puis ça permet, après ça, d'ouvrir le cœur des gens. Puis après ça, les intervenants spécialistes peuvent embarquer. Mais moi, je pense que ça va passer par la paire aidance. Puis tu sais, tantôt, quand tu parlais des RH qui travaillaient en silo, je sais que les patients partenaires, là, on est supposé être des briseurs de silos. Mais Oui. en quelque part, on travaille tous en silo comme patients partenaires. On se fait recruter, là, puis on n'a pas de place où parler ensemble, se donner des trucs, parler de nos expériences, puis enrichir notre savoir expérientiel, toute la gang. T'as-tu remarqué ça, toi? Ben oui, il y a il y a des clans, des chasses gardées. Les gens veulent que ce soit leur père aidant à eux qui soit sur les comités. Ils veulent pas partenarier, là, mais zéro open bar, là. Zéro. Moi, je travaille pour Vox Québec, puis je veux travailler avec tout le monde, mais on se le fait dire carré, ça ne nous intéresse pas. Ils veulent être les maîtres d'œuvre de tout ce qui se passe. C'est des corporatifs malsains. Mais ça, j'ai C'est- l'impression qu'il y en a partout dans le système de Ben oui, santé, services ben oui. sociaux, du corporatisme. Oui, mais pourquoi nous, les patients, on reproduit ça? Ça n'a pas de bon sens. Ça Ben, n'a aucun sens. moi, la partie de pourquoi je reproduis ça, c'est parce que, ben, premièrement, depuis la pandémie, ma fonction respiratoire, mes problèmes de poumon, c'est sûr que tout est plus facile si je reste à distance parce que je risque pas de tomber malade, d'une part. Oui. Mais deuxième affaire, tu veux continuer de te faire rappeler, hein? Tu Ah veux ben c'est ça, continuer de t'as te mis. faire mettre sur des formations. Fait que quand en haut, ils sont plus fermés, ben à un moment donné, t'essayes, puis à un moment donné, ben t'arrêtes d'essayer parce que T'es tu veux rester dans le cercle. t'es extrêmement intelligent. T'as tout compris comment ça marche. Euh, moi, je me suis reviré vers le privé. Je suis persona non grata un peu partout. Tu sais, je travaille pour des ordres professionnels. Je travaille pour certains hôpitaux, des trucs comme ça. Ça va bien. Puis je suis convaincu que je fais changer les choses. C'est comme là, je travaille pour l'Ordre des pharmaciens du Québec. On donne des formations, moi puis un pharmacien, sur c'est un peu le savoir-être des pharmaciens face aux gens qui ont des troubles mentaux. Comment accueillir une personne qui se présente à l'officine ou à l'hôpital, là. Puis c'est une formation obligatoire de l'Ordre, là, avec des crédits. Je suis très impressionné que l'Ordre ait accepté ça, là, qu'un patient partenaire fasse partie des pharmacies. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Alors, c'est ça. Puis c'est dommage que les corporations de patients partenaires ne travaillent pas plus ensemble. Ça, je te l'accorde. Mais tu sais, ce que tu viens de parler, là, montrer au monde comment parler aux gens qui ont des problèmes de santé mentale qui se présentent à eux, il y a une place qu'il faudrait vraiment aller donner des formations, puis c'est dans le triage aux urgences. Ah, ben oui. J'ai vu tellement de maladresse, puis de préjugés, puis de stigmatisation quand on a un problème de santé mentale, puis qu'on se ramasse au triage, là, parce que t'as pas le choix, parce qu'il y a personne d'autre qui peut t'aider, C'est ça. parce que ça n'a pas de sens. Là, même quand tu as un médecin de famille, des fois, ils te font un petit billet, puis ils disent, ben, va-t'en à l'urgence parce que moi, je peux pas t'aider. C'est pas, mais, tu sais, dans mon dernier livre, qui porte sur la stigmatisation, là, l'exclusion, la discrimination là, en santé mentale, les méta-analyses de la littérature mondiale démontrent que nos plus grands stigmatiseurs, c'est nos soignants. Ça, c'est prouvé là, noir sur blanc, là, puis c'est incontestable. Bon, parenthèse, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent pas l'entendre, qui m'engagent pas, là, mais il y en a d'autres qui, qui disent ah ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Ben, entre autres, ceux qui sont près de l'hôpital, comme à l'urgence ou dans une unité de soins,
sont ceux et celles qui stigmatisent le plus. Ceux qui travaillent plus loin de l'hôpital, dans la communauté, ils stigmatisent moins. Pourquoi? Parce que l'hôpital, il ne voit que des gens malades. Ils pensent que une personne qui a santé mentale, c'est au haut, en train de crier, frapper ses murs, ou ben là, des trucs de même. C'est pas ça pantoute. Donc oui, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de voir que les gens se rétablissent. Ils ont besoin d'entendre aussi qu'il y a beaucoup de des symptômes qu'on attribue à la maladie mentale qui n'ont rien à voir avec la maladie mentale. Rien, rien, rien à voir. Les neuroleptiques, entre autres, induisent des troubles neurologiques, hein, qui s'appellent entre autres l'acathésie, qui est une envie irrépressible de bouger. Tu as la dyskinésie, qui font que les gens ont des mouvements involontaires des muscles, Éthique. des tics. Donc, l'image du fou, en guillemets, qui se barre vite, 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 puis qui te fait des grimaces, c'est pas la C'est folie, la ça. médication qui C'est la fait ça. médication. Et tu serais surpris d'apprendre que les gens au triage ne savent pas ça. Fait que c'est des trucs, c'est important qu'ils sachent. Mais j'ai l'impression aussi qu'ils sont probablement marqués par les événements avec des personnes en santé mentale qui ont des problèmes et qui dérapent et puis Oui, qu'ils ne reçoivent pas de soutien après. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais été impliquée dans un comité d'un CCCIUS de ma région et puis ils prônaient un accompagnement, un soutien pour la santé de leurs travailleurs. Fait que là, je leur disais, OK, concrètement, est-ce qu'ils vont avoir accès plus vite à des professionnels ou puis elle dit oh non 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 c'est pas fait que je comprenais pas c'était quoi l'innovation quand dans le il fond n'y en a les pas. professionnels de la santé avaient pas plus de soutien que ce soit psychologique ou au niveau de la santé s'il y arrivait des problèmes. Oui, d'abord, là, il y a, moi, je travaillais, je travaillais à un hôpital psychiatrique, puis le directeur des services professionnels, là, c'est le boss des médecins, là. C'est le corps le plus payé d'un hôpital, hein. Ça, c'est le DSP. Euh, lui, il disait tout le temps à l'urgence, mais pourquoi vous les empêchez pas de partir? Pourquoi vous les empêchez? Parce que les gens veulent s'en aller. Là, ils collent un code blanc, ils le sautent dessus, la bataille point. Pourquoi vous les laissez pas aller? C'est quoi le trip? Parce que quelqu'un, il se présente à l'urgence, puis il s'énerve, puis il s'en va. Laissez-les partir. Il arrive à rien, là. Mais il va revenir. Ouais, il va peut-être être calmé. Puis après ça, il y a l'approche oméga qui pacifie la crise. L'approche oméga, c'est qu'on interpelle la personne sur son émotion au lieu du geste qu'il est en train de poser. Au lieu de dire, hey, tu t'enfuis, t'as pas le droit, là. Pourquoi êtes-vous en colère? Il va répondre. Bon, en premier, il va te crier après. Eh, ouais, ouais, fine. Au bout de 10 minutes, là, il va être doux comme un agneau. C'est prouvé, ça. Au CHUL à Québec, pas les nommer, là, quand on est arrivé là, là, la police débarquait à l'urgence 3 fois par semaine. Là, le gestionnaire que je connais bien, qui est une infirmière, elle dit, attends une minute. Là, il faut ramener ça à zéro. À chaque intervention, il y avait une rétroaction. À chaque fois, il y avait un code blanc, avec ou sans police. On s'assit tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Mais ça, c'est formateur, là. C'est très formateur. Moi, quand j'y pense, Mais il manque de temps. c'est ça. C'est ça. Mais tout ça, ça s'apprend, là. Moi, j'ai Ça travaillé s'apprend. Mais il y c'est a pas une unité, là. valorisé. Il y avait 3500 heures d'isolement par année. En l'espace de 3 ans, on a ramené ça à zéro. Juste avec de la rétroaction à chaque intervention. Fait que, tu sais, il y a de quoi à faire, mais ils font la sourde oreille, là. Puis si on regarde ton parcours en général, Oui, c'est quoi les valeurs qui t'ont guidé à travers tout ce que tu as vécu, puis ta carrière? ben, c'est sûr, l'intégrité, c'est d'être intègre, le respect de la personne telle qu'elle est, puis le respect de ses valeurs, ce qu'elle veut,
pour moi, c'est ce qui m'a guidé tout au long, puis ce qui me guide encore. C'est ça, quand tu respectes la personne dans ses propres valeurs, dans ce qu'elle est, ben, tu sais, je fais un lien avec les Autochtones qui ont eu le droit d'avoir leur propre DPJ, là, mais il est à temps, là. Pourquoi arracher des Autochtones, les emmener chez les Blancs avec nos valeurs à nous? C'est épouvantable ce qu'on a fait, là. Mais encore là, c'est de la stigmatisation. Mais les gens qui disent qu'ils sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, voyons donc, c'est n'importe quoi. Je suis allé ces réserves, moi. J'ai été les voir. Ils sont plus que capables, là. Ils sont même meilleurs que bien les Blancs. C'est pas de dire ça. C'est un exemple. Les gens tatoués, là, qui se présentent à l'urgence, là, ils ont moins de soins que les autres. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis il y a du chemin à faire, là. J'entends beaucoup de la considération dans ce que tu dis, tu sais, Oui, considérer les gens comme ils sont, pour ce qu'ils oui. sont, puis qu'on arrête de les préjuger ou de les stigmatiser ou de les stéréotyper, puis qu'on traite tout le monde de manière égale, dans le fond, là. C'est Mais beaucoup c'est ça, exactement. Que tout le monde a droit à sa chance, puis tout le monde. Il y a des mots que je bannis mon vocabulaire, là, comme abuseur, là, dans le sens que, il abuse du système, il abuse de la drogue. Si quelqu'un prend de la drogue outre mesure, c'est parce qu'il y a un problème de santé, il y a un problème, là, puis il faut s'en occuper, au lieu de le traiter d'abuseur, puis de le bâillonner, tu sais. Mais tiens, quelque part, moi, ce que je trouve aberrant, là, c'est que dans les formations, en tout cas en ce moment, ce qu'on offre à l'Université de Montréal, on met beaucoup l'accent sur la bienveillance. On demande aux professionnels de la santé d'adopter cette valeur-là, d'être bienveillants, mais rendus sur le terrain, ils ont de la misère à considérer que le patient avant d'eux autres, il est bienveillant. Exact. Puis je te dirais que moi aussi, je l'entends beaucoup à l'Université Laval, là. C'est un mot qui me fait dresser les poils, ses bras. La bienveillance. Je suis plus capable, gars, je suis plus capable. Au nom de la bienveillance, on a bafoué les droits des gens. Au nom de la bienveillance, on les a privés de leur liberté de façon inacceptable. Tout ça au nom de la bienveillance, hein. On a enlevé les enfants autochtones aux Autochtones au nom de la bienveillance. Fait que c'est tellement n'importe quoi pour moi, la bienveillance. C'est tellement galvaudé, c'est tellement... Oui, c'est- c'est un terme brûlé, en fait. il est brûlé, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, si tu pouvais changer justement quelque chose, que ce soit dans le système de la santé, que ce soit au niveau psychiatrie ou même la DPJ, qu'est-ce que tu changerais? Là, dis-moi pas que tu crisserais tout le feu là-dedans, là. Ah, écoute, j'ai parlé, on ne nommera pas, un ancien attaché politique au ministère de la Santé qui s'occupait de la DPJ. Il m'a dit, je pense qu'on va fermer puis on va ouvrir sur un autre nom. Écoute, écoute, la stigmatisation en santé mentale, c'est profond dans la terre, hein, c'est enraciné profond. Les façons de faire de la DPJ sont enracinées profond. Non, je crisserai pas le feu là-dedans. Mais ça va prendre un leader solide, hein, qui dit, bon, OK, gang, là, on s'en va par là, là. On va vous donner les moyens de le faire. Puis ceux qui sont pas bien là-dedans, on va vous inviter à partir. Je pense que ce qui est difficile, puis tu sais, t'en as pas parlé vraiment tantôt, mais tu sais, c'est le conformisme. On se conforme quand on n'a pas assez d'expérience. Souvent, les intervenants vont Ouais. aller se conformer à ce que la culture, à ce que l'institution Oui, la culture s'attend. d'institution, oui. Puis tu sais, c'est un peu pour ça que je disais tantôt, il faut jamais isoler un père aidant tout seul dans une équipe, Non, parce non. qu'il y a un grand risque de conformisme soignant, tu sais. Donc, pour permettre à la personne de développer son pouvoir d'agir et tout, je pense que c'est important de le mettre en relation avec ses pairs puis avec d'autres personnes, mais justement d'éviter de Oui, oui. tomber dans ce conformisme-là soignant pour, tu sais, oui, prendre leur langage. Ça, je suis d'accord pour parler le même langage qu'eux, tu sais, quand tu disais ça. Mais en même temps, tu sais,
prendre leurs approches puis leurs Ah pratiques. non, non, pas ça, ça non. C'est ça. Ben, c'est ça T'as la raison. nuance, tu sais, c'est ça, tu disais le langage, oui, pour se Oui, faire mais pas, comprendre. pas, pas agir comme eux, mais non. Ben non, c'est ça. Puis t'as raison, un père aidant isolé, tôt ou tard, il va se conformer. Parce qu'on a tous un besoin d'appartenance, on a tous besoin d'être aimés des autres. Fait que quand tu es en compte courant, ben, tu te fais exclure, puis t'es pas invité au 5 à 7, puis etc., etc. Fait que le père aidant, ben, s'il est seul, il va se conformer, effectivement. Puis c'est pareil pour les autres employés. Tu sais, il y a une préposée, il y a un jeune qui, sur le département, il revient du gymnase, il a soif, il est 2h30, est allé au frigidaire, puis il donne un jus. Ben, elle s'est fait donner de la merde par l'autre parce que la collation, c'est à 3h. Puis on commencera pas ici à les servir comme des clients d'hôtel. C'est cave, hein? Ben, dis-le qu'à cette heure, ben, j'attends 3h. C'est ça, là. Mais dans tout, parce que tu sais, t'as croisé beaucoup de monde en politique, beaucoup de monde aussi niveau recherche. Euh, T'as-tu connu des gens qui avaient le feu sacré, qui voulaient être des leaders, puis qui ont Oui. cassé, Oh mon rendu Dieu. dans le système? Un peu no. Un peu no. J'en ai vu juste à l'hôpital où je travaillais, des gens qui étaient engagés pour faire des changements, là. Des infirmières, des gestionnaires, des cadres de haut niveau qui étaient spécialement engagés pour faire des changements. Tous, sans exception, sont partis avant la fin de leur mandat, en disant il n'y a rien à faire. Tous. C'est-tu à cause de l'équipe avec laquelle ils travaillaient, à cause de l'impuissance qu'ils ressentaient au quotidien? J'ai bien de la misère à identifier pourquoi les gens ne veulent pas aller vers le. C'est plus facile de contrôler. Ça, c'est plus facile de contrôler. Tu sais, à mon époque, l'informatique n'existait pas, puis les éducateurs, là, il y avait des gros, gros trousseaux de clés après eux autres, là, puis je sais pas si vous autres avez connu ça. Même encore aujourd'hui, hein, Ah je suis ouais? allée, puis il y a des places encore des trousseaux de Bon, clés, là. Ben oui, les agents, ils se promènent avec trousseau de clés à ceinture, clic-clic. c'est ça. Quand j'ai commencé comme employé, on m'a donné ça, là. T'as pas le choix, si tu veux ouvrir les portes, mais c'est comme, je sais pas, c'est le fameux trousseau de clés-là, je sais pas si ça te dérange le cerveau, je sais. Trop lourd à porter. Mais c'est ça, puis prive quelqu'un de sa liberté, ben n'importe qui, quelqu'un de sain d'esprit, là, ben, il va venir fou, puis il va vouloir sortir de là, puis tu sais, moi, j'ai tout le temps peut-être vous allez me trouver con, vous avez le droit, là. Pour lutter contre les fugues à DPJ, là, ben débordez pas. Hmm. Moi, je suis convaincu, je te dis, débordez pas. Mais surtout, aménage des lieux pour qu'ils soient Puis, accueillants, puis qu'ils soient puis, le fun à vivre, tu c'est sais. Moi, je ça. dis tout le temps aux journalistes, ils m'appellent, pourquoi il y a une augmentation des fugues? Ben là, Ben, d'après vous, lisez juste le rapport de la commission Laurent sur l'humanisation des services. c'est Pas ça. avoir vos réponses. C'est C'est pas ça. humain, c'est Pas carcéral. humain. C'est carcéral. Faut que ça arrête. Faut que ça arrête. Puis je pense que des gens comme nous, qui vont faire que ça va changer. Des fois, on a l'impression qu'on travaille dans le beurre, on travaille dans le vent, mais je pense que plus des gens comme nous vont en témoigner, plus ça va opérer des changements. Juste un exemple, j'ai été conseiller pour la PDG de l'Institut Philippe Pinel. J'étais très content quand elle m'a appelé là, avec une équipe où on la voyait une fois par mois. Parce qu'elle veut, tu sais, on parlait de leader, là. Elle, c'en est une. Elle veut changer les choses. Elle veut humaniser les choses. C'est une gestionnaire de haut niveau. Elle ne connaît rien à santé mentale, puis elle veut pas connaître ça. Mais elle veut des services humains. Parce que ça, c'est l'autre affaire, là. Quand tu commences comme gestionnaire à étudier la maladie mentale, tu te ramollis. C'est prouvé. C'est ça. La bienveillance embarque. Fait que, tu sais,
pas obligé de connaître la maladie mentale pour offrir des soins humains, là. Juste l'heure des repas. À l'hôpital, quand je suis arrivé, ils partaient par deux manger. Ceux qui restaient sur le département, ils restaient à côté des patients. Ils disaient, ouais, mange vite que j'ai le dîner, là. Ben, on a changé ça. Ils partent un à la fois. Puis les patients, il y a une heure pour manger. Ben, tu sais, manger tranquillement, c'est bon pour la santé mentale puis pour la santé physique aussi, là. C'est des petits détails insignifiants, là. Mais c'est ça, humaniser les soins. Tu peux te déposer, puis tu peux manger, tu peux lire en mangeant, tu peux... Comme on fait à la maison, Nous simplement. autres, on nous faisait mettre en silence si on parlait trop fort au Ouais. repas. On avait Ben, juste 20 minutes pour manger. c'est ça. Oh non, let's go! Ça n'a pas de voter, Ah non, c'est c'est pas pas bon, là. évident. Mm. Et ça Puis, coûte rien à l'établissement de laisser les gens manger, les laisser parler. Ça mais ça coûte coûte du temps, même pas. même pas. Même pas. Ben là, un personnel, il est là. Coûte Ouais, il est rien. là, mais l'horaire, En programmation. ouais, c'est ça, ça décale l'horaire, de la Il aime mieux les programmation pour les autres envoyer. choses. Il aime mieux les envoyer dans leur chambre tout seul. On rit, mais c'est pas drôle, tu C'est sais. ça. Ouais. Tu sais, dans des Mais, établissements, les techniciens en loisirs, puis je veux pas lui casser du sucre sur le dos, mais moi, quand je suis arrivé, tout le monde rentrait à 8 heures. Puis là, je disais au DG, qu'est-ce qu'ils font ici à 8 heures? C'est parce qu'ils partent à 3h30, là. Les patients, là, à 8 heures, là, ils se lèvent. Ils déjeunent, ils vont se laver, ils sont... Ah, ah. Fait que là, ils ont décidé de mettre des horaires, par exemple, de midi à 8 heures le soir, de midi à 20 heures. Parce que c'est là qu'on a besoin d'eux, des techniciens à loisirs. C'est là, là. Pas le matin à 8 heures. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu penses qu'ils faisaient à 8 heures? Pas encore. Il joue à la chaise musicale Ils jouent avec à des ils toasts. se font des petites réunions, tu sais. Ils sont pas auprès des gens. Pour ça, je te dis, réaménager le temps de travail, ça coûte rien. Mais ça permet d'humaniser les soins. Puis tout ton staff, as-tu besoin de tout le monde à 8 heures? Non. hmm, Puis on a fait pareil, on a engagé des parents dans ces unités, on les a pas fait rentrer à 8 heures. On les a fait rentrer de 10 à 14 heures, par exemple. Parce que c'est là qu'ils peuvent aller avec les gens puis les accompagner. ouais, c'est vrai que, tu sais, mettons, tu comprends des médicaments, là, Seroquel ou d'autres, là, ça Hmm. fait dormir, là. Oui, Fait ben que, oui. Matin, t'es le cerveau basé, là. c'est T'es ça. pas bien apte à discuter, là. Fait que c'est pour ça que d'essayer de respecter les heures régulières du monde, c'est sûr, ça peut aider. Mais Absolument. si tu aurais un message pour les jeunes qui sortent actuellement de la DPJ, tu leur dirais quoi? Mon Dieu, j'ai envie de dire que je les aime. Puis même si je suis un vieux Christ, j'ai déjà été un petit Christ, puis l'espoir. Faut jamais qu'ils laissent les adultes leur enlever leur espoir, leur désir, leurs rêves. Ça, jamais, 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 parce que combien de fois on m'a dit que j'y arriverais pas, puis il n'y avait rien à faire. Ben, c'est ça. Faut pas qu'ils écoutent, puis faut surtout pas qu'ils croient les gens qui les rabaissent, puis qui créent des alliances avec ceux qui sont là vraiment pour les aider. C'est ça. Des fois, quand tu sors de là, tu es en maudit après la terre, puis tu fais pas confiance à personne, avec raison. Mais il y en a quelques-uns dans la gang ils peuvent nous faire confiance. En effet, réapprivoiser le monde, C'est ça. c'est pas évident. Mais ça Non, se fait. ça se fait. Oui. Ben, un gros merci pour ton Merci à vous autres. témoignage. Ben oui. C'était super intéressant. Puis moi, c'est sûr que je vais te suivre pour tes autres projets. D'ailleurs, je crois que tu vas avoir un projet balado qui devrait Ben oui. sortir sous peu. Ben oui, j'ai eu cette idée-là, entre autres, c'est qui s'appelle Sans jaquette, sans étiquette.
Parce que l'étiquette, ben, c'est les étiquettes qu'on m'a mis, là, qui m'ont stigmatisé, puis on pour moi de ça dans la vie, puis sans jaquette, parce qu'on se rétablit pas en institution. Hein. Moi, j'en démords pas, puis la littérature mondiale le démontre. Il faut absolument que les gens soient dans la communauté le plus rapidement possible, avec oui, un encadrement, mais dans la communauté, dans son milieu de vie, etc. C'est pas pour bitcher, mais dire les faits. C'est quoi les faits avec les gens qui l'ont vécu, avec les familles, puis avec les scientifiques? Moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les scientifiques. Tu sais, la recherche va venir aider les jeunes aussi. On a des preuves qu'il y a certaines choses qui marchent pas. Fait que voilà. Fait que je vais vous inviter, c'est sûr, à participer à mon balado. Super. Fait que on, Je vais on, repartir ça bientôt. on va s'abonner à tes pages, puis Merci. ben, on va te souhaiter un gros succès pour ton nouveau balado. Puis tu nous tiendras au courant C'est de bien comment ça gentil, se merci passe. beaucoup. Puis j'aime beaucoup vous écouter aussi. On apprend. Ça, c'est une chose, on apprend en écoutant les gens, hein, beaucoup. Ben, c'est pour ça que je trouve que la plateforme des balados est tellement intéressante pour briser les silos entre patients partenaires et Oui, pères aidants. c'est ça, c'est ça. On va continuer, puis les corporations, ils chicaneront, mais ils n'auront pas de temps à parler que ça. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Luc, d'avoir participé à notre émission, mais surtout d'avoir défriché le chemin québécois sur la peur Merci. aidance et Oui. patient partenaire. Vraiment, c'est en toute humilité, tu peux être fier de ce que tu as Ben, accompli, merci, puis oui. Voilà. que tu vas continuer d'accomplir aussi, là, c'est tout à ton honneur. Oui, absolument. Merci Fait beaucoup.